Bonjour, Jérémy Séché. Bonjour. Vous êtes le président du SMPS, syndicat des managers. Public de santé, Donc, nous représentons les directeurs et les cadres des hôpitaux publics et des établissements oui, ce médico-sociaux. que je voulais dire, c'est que vous êtes ici chez vous. Eh ben, écoutez, C'est ça. je m'en réjouis absolument. D'accord. Oui, parce que ici, la Paris Healthcare Week, c'est le grand lieu de tous les directeurs d'hôpital, pas que, mais enfin, notamment les directeurs d'hôpital. Alors, ces directeurs d'hôpital, on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, la ministre que vous avez, j'imagine, écouté, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous allez me le dire, mais la ministre a dit qu'elle avait pris la mesure d'un certain malaise. Notamment d'ailleurs quand, je pense, le président de la Fédération hospitalière de France a parlé d'hôpital bashing. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les directeurs d'hôpital que vous êtes ne se sentaient pas si bien ou ne se sentent pas si bien en ce moment? Bien, écoutez, nous avons pris note des positions de la ministre ce matin et nous sommes rassurés de voir sa prise en compte sur le sujet du malaise hospitalier. Alors, Il existe vraiment ce malaise? il existe vraiment. Je pense Comment qu'on il peut s'exprime? dire qu'il y a un sujet qui aujourd'hui s'exprime de l'ASH au directeur en passant par les communautés médicales, qui est le sujet de la capacité à remplir nos missions dans l'écosystème qui est le nôtre. Mais je précise immédiatement qu'à côté de ce malaise, il y a aussi un enthousiasme et une énergie qui sont caractéristiques des communautés hospitalières et qui nous permettent évidemment de continuer à avancer au-delà des réformes qui s'empilent. Mais comment on le caractérise, ce malaise? On demande trop aux directeurs, je reste sur les directeurs, c'est-à-dire à la fois des responsabilités économiques, organisationnelles, on les critique. Enfin, après tout, c'est le lot de tous les patrons, non, d'être critiqués? Ah, absolument. Et d'ailleurs, si l'on veut faire un concours de popularité, on ne devient pas directeur d'hôpital, bien entendu. En l'occurrence, le malaise des directeurs tient à la capacité des pouvoirs publics à affirmer des objectifs de politique publique et à faire en sorte que nous puissions les mettre en œuvre, notamment en matière de financement. Ça, c'est la première dimension qui concerne les équipes de direction et au-delà, les gouvernances hospitalières. Et je pense notamment au président de CME et aux doyens. Après, il y a une deuxième dimension du malaise qui est qu'aujourd'hui, les professionnels médicaux et de santé ont l'impression, ont la sensation, réaffirmée dans différents sondages, de ne plus avoir suffisamment de temps. Plus de 50% d'entre eux considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. 70% d'entre eux considèrent qu'ils n'ont plus suffisamment de temps à accorder aux patients. Donc il y a un sujet d'évolution des organisations, de clarification des objectifs de politique publique au service de nos patients, au service de nos usagers. Oui, alors là, vous ne parlez pas des directeurs. Vous glissez facilement des directeurs aux autres. Non, j'ai un peu ce sentiment. Parce que vous passez pas, vous n'avez pas à passer du temps auprès des patients, vous avez à manager de grands ensembles. Ma question, en réalité, c'est est-ce que tous les types d'établissements, les grands, les petits, sont en difficulté ou ont des malaises identiques entre un CHU, la PHP par exemple, et un petit établissement de province? Comment ça se caractérise? Alors, bien entendu, il y a autant de situations qu'il y a de territoires et qu'il y a d'établissements. C'est évident. Après, il y a des points communs qui sont des points extrêmement forts. Et je dirais qu'aujourd'hui, le sujet du malaise le plus important, c'est la politique d'économie, la politique du rabot, qui s'impose d'ailleurs à tous les établissements de santé depuis de nombreuses années. Alors, nous prenons acte de la volonté de notre ministre de changer les modalités de financement. Nos attentes sont immenses à côté de celles des hospitaliers, mais c'est un sujet qui est un sujet extrêmement important. Je rajoute, s'agissant des communautés hospitalières publiques et des cadres de direction en particulier, nous avons les réformes qui s'enchaînent depuis maintenant 20 ans, à un rythme de tous les 2 ans. Et il est extrêmement challengeant, mais challengeant parce que la difficulté d'emmener nos communautés pour répondre à tous les objectifs de toutes ces réformes, quand bien même au niveau des finalités, elles sont le plus souvent fondées. Donc il y a une question de rythme et une question de financement. Alors vous avez compris ce que la ministre a annoncé sur les demandes budgétaires. Ça ne paraissait pas très clair. Est-ce que le président de la République qui doit s'exprimer dans quelques jours, probablement, ou quelques semaines, nous le reprécisera probablement, mais est-ce qu'on va demander un peu plus à l'hôpital ou au contraire, finalement, on va vous préserver, on ne va plus faire de politique de rabot? Vous avez compris, vous?
Alors, ce qui est sûr, c'est que on a toujours demandé beaucoup à l'hôpital, et c'est normal. L'hôpital public, il est financé par des financements publics. Il est logique qu'ils sont en situation de rendre des comptes et de faire évoluer ces organisations. Ceci étant précisé, il faut que cela se fasse dans un cadre cohérent, et nous attendons avec beaucoup d'intérêt, mais aussi d'impatience, les évolutions du financement du système de santé qui sont annoncées pour 2019. Ça ne peut pas être au-delà, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence à prendre des décisions, à prendre des options, en sachant que dans notre esprit, les choses sont claires. On a moins un problème de tarification à l'activité que de juxtaposition de politique d'économie d'année en année dans un contexte de régulation prix-volume. Alors j'ai deux questions également. Alors les groupements hospitaliers de territoire, où est-ce que l'on en est? On a eu un peu l'impression que le président de la FHF finalement n'en a parlé qu'à la fin de son discours et la ministre a plus ou moins peu répondu sur le sujet. Est-ce que c'est parce que tout ça est réglé ou parce que finalement ça n'est plus d'actualité? Alors, les groupements hospitaliers de territoire sont bien évidemment encore totalement d'actualité en termes de nécessité de finalisation de déploiement. Une fois qu'on a dit ça, l'ensemble des acteurs publics ont conscience qu'il faut aller plus loin, en partenariat avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, les professionnels de santé de ville, également les acteurs privés qui le souhaitent lorsqu'ils le souhaitent. Et ceci ne peut pas se décliner uniquement au niveau des groupements hospitaliers de territoire. Pour le SMPS, et d'ailleurs le groupe que j'ai co-animé avec Philippe de Normandie, on fait des propositions qui sont très claires sur le sujet. Il faut décliner la gradation des soins en renforçant la proximité et en travaillant sur les logiques d'excellence, notamment en termes de recherche et d'innovation. Ce sont les deux jambes sur lesquelles nous devons continuer à avancer pour que la stratégie de transformation du système de santé ait un sens. Et de ce point de vue-là, je dois dire que nous serons extrêmement attentifs à ce que la ministre de la Santé et les pouvoirs publics puissent accuser réception des propositions qui sont portées par les communautés hospitalières. D'accord. Alors, et puis en tout cas, un autre sujet, et c'est vous qui en faites la transition. Donc, il y a quand même ces groupements hospitaliers de territoire qui sont théoriquement public-public, mais il y a également toute une série de coopérations avec d'autres acteurs. Alors, la médecine de ville, mais aussi ici, ils en savent quelque chose à la FHP, les cliniques privées, les établissements médico-sociaux. Est-ce que la ministre en a parlé, ça? Ces intercoopérations, franchement, c'est à la mode, à votre avis? C'est vraiment le mouvement qu'il faut engager? C'est votre sentiment aussi? C'est clairement moins un sujet de mode ou de mouvement qu'il faudrait engager pour être à la mode qu'une nécessité pour réfléchir les parcours et les prises en charge. Et donc là, il n'y a pas de réponse univoque, il y a une réponse par territoire. Et encore une fois, la qualité des partenariats dépend de la capacité à s'organiser ensemble en proximité. Mais il est évident, et je pense qu'aujourd'hui cette vision est partagée, encore faut-il la décliner dans les territoires, il est évident que c'est ensemble que nous organiserons la proximité et que nous construirons une gradation des soins. Du point de vue de l'hôpital public, il y avait néanmoins la nécessité de consolider la fameuse stratégie de groupe public. Nous avons franchi des étapes importantes ces dernières années et j'ai envie de dire que nous sommes davantage prêts aujourd'hui à consolider les partenariats, notamment avec les cliniques privées qui le souhaitent. Et nous savons, vous et moi, qu'en proximité, ces partenariats sont nombreux, même s'il y a également de nombreuses situations de concurrence. Oui, alors, et dernière question. T2A, on a l'impression que les établissements publics ne demandent plus sa disparition, de la T2A, de la tarification à l'activité. Les hôpitaux publics n'ont jamais demandé la tarification de la T2A, puisque la T2A, au moment où elle est intervenue... La disparition, vous voulez dire? La disparition, pardon. J'ai lapsus non révélateur. Alors, on ne demande pas la disparition de la T2A, puisqu'au moment où elle est apparue, il y a eu des effets vertueux. Par contre, son ajustement est indispensable, notamment pour construire des scénarios de coopération au parcours et notamment pour introduire des enjeux de qualité et de pertinence des soins en les valorisant dans le financement des établissements de santé, mais aussi des structures et des logiques de coopération qui vont au-delà des établissements et qui associent les professionnels de ville. Jérémy Séché, c'est vraiment la dernière question. On peut être, sans langue de bois, oui, on peut être assez confiant sur ce que l'on appelle la transformation du système de santé.
le système de santé dans 3-5 ans ne sera plus vraiment celui que nous connaissons aujourd'hui? Votre sentiment de mot? Alors d'abord, je fais du syndicalisme et je suis directeur d'hôpital, donc c'est une double raison d'être optimiste. Moi j'ai totalement confiance dans la capacité des professionnels de santé à aller vers les évolutions qui sont nécessaires au service de la population, mais sans langue de bois. Il est important pour cela, derrière, qu'il n'y ait pas des réformes qui s'empilent, mais un écosystème qui permette d'incuber les expérimentations, les initiatives pour que la transformation vienne des professionnels de terrain. C'est la condition de la réussite à mes yeux. Merci d'être venu sur le plateau de FHP Direct. Merci de votre invitation. Bon congrès, Merci. bon salon.